rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invité cette semaine est Stella Mbese-Bella, autrice du roman intitulé De la Magnou à l'Acquéron, sorti aux éditions Le Lys Bleu. Il s'agit de l'histoire tragique d'une fille qui fait la rencontre d'un jeune soldat. Très vite, les deux se mettent en couple et s'installent dans la région du sud-ouest du Cameroun. De cette passion amoureuse, 4 enfants vont naître avant que n'éclate la sanglante crise anglophone. Rien ne sera plus comme avant pour cette famille jusqu'au décès du soldat tué lors d'un affrontement avec les sécessionnistes anglophones. Touchant et parfois déchirant, le roman de Stella Mbese-Bella est intéressant en ce qu'il permet de vivre la crise anglophone du point de vue d'une famille engagée dans le conflit. L'autrice nous en dira un peu plus tout au long de cette émission. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Stella Mbese-Bella, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Tagneux. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire le roman De la Magnou à l'Acquéron? Y a-t-il une part d'autobiographie dans ce roman? Alors je dirais oui et non. Oui, parce que l'ensemble d'éléments, un ensemble de clichés que je relève dans le texte sont issus de mon séjour à Manfé, de mon histoire à Manfé. Je parle par exemple du colonel, c'est un clin d'œil à mon père. Je parle de maman Odile, c'est un clin d'œil à ma mère qui s'appelle Odile. Et un ensemble d'autres clichés que j'évoque, c'est justement dû à mon séjour à Manfé. Donc dans ce sens-là, ça peut être une autobiographie, mais heureusement, je n'ai pas encore été la femme d'un soldat décédé en zone de guerre. Donc dans ce sens-là, ce n'est pas exactement une autobiographie. Alors ce qui m'a inspiré à écrire De la Magnou à l'Acquéron, c'est d'abord un profond sentiment de nostalgie. Pour la petite histoire, j'ai vécu dans la ville de Manfé. À Manfé, j'ai vécu un ensemble d'événements qui ont marqué à jamais mon esprit. J'y ai pris ma première communion, j'y ai connu ma première saignée. J'ai été confrontée à la mort pour la première fois dans une morgue. Donc, la ville de Manfé a une place inestimable dans mon parcours. À Manfé, j'ai également rencontré des personnes qui font toujours partie intégrante de ma vie. J'y ai rencontré des personnes qui sont malheureusement victimes de la crise anglophone. Je pense, et je l'évoque d'ailleurs, au sous-préfet l'ancien des Kondo-Titi qui a été assassiné, le monsieur Timothée Abolowa, donc qui était un ami de mon père, qui venait régulièrement à la maison quand nous étions à Manfé. Donc c'est déjà ce sentiment de cette nostalgie-là, cette douleur également, et la douleur dans le sens où je n'aurais plus, en tout cas pas dans le contexte actuel, le plaisir de retourner dans la ville de Manfé, de circuler dans les ruelles des Umojok, des Coques, comme j'ai eu le plaisir de le faire à ce moment, à cette époque-là. Je n'aurais plus le plaisir, comme le font d'autres dans les lycées de Douala et Yaoundé, retourner dans mon ancien lycée, au lycée bilingue de Manfé, ressasser un ensemble de souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Donc c'est à la fois cet ensemble d'événements, cette nostalgie, cette tristesse qui ont motivé, qui ont irrigué l'encre, le tube à encre de ma plume. Avant d'être une histoire tragique, votre roman raconte l'histoire entre une jeune fille et un jeune soldat en temps de guerre, un amour avec ses zones de turbulence faites de longues absences, de nombreuses infidélités, y compris avec votre cousine, et malgré tout, vous pardonnez. Pourquoi ?
Alors, pourquoi le pardon prend tout son sens dans cette relation-là? C'est parce qu'au-delà de leur relation, la relation des deux personnages principaux, je veux le pardon comme plus universel, parce que vous l'aurez compris pour ceux qui ont lu et pour ceux qui liront, je fais plein de digressions sur plein de sujets politiques et sociaux concernant notre nation, le Cameroun. Et j'estime que par notre passé tumultueux et rocambolesque, par notre présent très agité, la construction de notre futur devra nous mener inéluctablement à l'exercice du pardon. Il faudra qu'on apprenne à se pardonner pour justement avoir toutes les clés nécessaires pour construire notre avenir. Et de cet amour vont naître 4 enfants. Tout à fait, de cet amour vont naître 4 enfants. J'ai choisi expressément le chiffre 4 pour faire un clin d'œil aux 4 grandes aires culturelles de notre pays. L'ère culturelle soudano-sahélienne, l'ère Fambeti, l'ère Sawa et l'ère Grassfield. Et dans second lieu, j'ai 4 frères et sœurs. C'était pour leur faire un clin d'œil également. C'est pendant que vous vivez à Manfé, département de la Magnou, région du sud-ouest du Cameroun, que va éclater la crise dite anglophone. Comment la vivez-vous? Alors, comment est-ce que je vis la crise? Il faut dire que ce n'est pas exactement quand je suis encore dans la ville de Manfé que la crise commence. Ma mère, dans sa clairvoyance, estime que le niveau scolaire dans la ville de Manfé ne nous permettra pas à mes frères cadets, à moi, d'être compétitifs. Moi, j'étais en classe de seconde. Elle estime donc qu'il est bon pour nous de rentrer dans la ville de Yaoundé. Et donc, mon père il reste en fonction. Donc, la crise va éclater quelques temps après notre départ de la ville de Manfé. Mais on vit la crise pleinement dans ses débuts et même actuellement toujours parce qu'on y a des attaches. Donc, on a un père qui est en zone de guerre. Il est en première ligne de front de par sa fonction. Il est même d'ailleurs personnellement attaqué. Donc, on vit la crise au quotidien, on l'appelle, on s'inquiète lorsqu'il ne décroche pas, on attend impatiemment son appel le soir. Donc, on vit pleinement la crise et au quotidien, on attend des informations. Et à ce moment-là, je suis un peu choquée de ce que la crise n'ait pas le même impact sur mes concitoyens de la ville de Yaoundé parce que justement, ils ne mesurent pas encore pleinement ce qui s'y passe. Et ce n'est que quand, je le dis d'ailleurs dans le livre, les corps sans vie des autres concitoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, commencent à défiler dans les routes nationales de notre pays, que les gens prennent la pleine mesure de la catastrophe qui se passe en ce moment-là dans notre pays. Jusque-là, vous aviez l'air plutôt bien intégré et avec la crise, les francophones ne semblent plus tout à fait les bienvenus. Un jour, alors que vous faites vos courses au marché, comme d'habitude, une commerçante vous lâche. Et là, je vous cite, « You, francophone, just wait and see ». Et là, rien ne sera plus comme avant, j'imagine. Alors, c'est pas exactement moi, comme je l'ai dit, c'est la narratrice qui se rend compte effectivement que rien n'est plus comme avant. La ville de Manfé n'arrose, la Magnou n'arrose plus pareil, je le dis dans le livre. La calmie qu'elle a connue à son arrivée n'est plus la même. Il y a de la tension dans l'air, il y a de l'agitation, il y a le crépitement des balles. Et c'est un peu ce que moi c'est le sentiment que je peux avoir aujourd'hui lorsque je vois tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, lorsque j'entends les discours qui sont tenus ça et là de par tous les protagonistes et les parties prenantes, les belligérants de cette crise-là. J'ai vivement l'impression que la béatitude que j'ai connue dans la ville de Manfé n'est plus pareille et qu'en tant que francophone, lorsque moi j'arrivais dans la ville de Manfé, on n'était pas renvoyé à notre statut de francophone. Il y avait plutôt un bon vivre entre les autochtones et les francophones entre guillemets. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est passé, on peut laisser croire, on peut penser sans se tromper qu'il n'y fait plus forcément bon vivre pour les étrangers entre guillemets. Vous êtes alors contraint, dans ce contexte d'insécurité généralisée, de ramener vos enfants dans votre village, dans le centre en pays
étonne et c'est au retour que vous apprenez que votre conjoint est mort au front, vous annonce le colonel. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi on ne vous a pas annoncé cette triste nouvelle au téléphone. On vous a laissé voyager jusque chez vous à Manfé et c'est pendant que vous arrivez là que vous trouvez tout le monde devant votre porte. Pourquoi on ne vous l'a pas annoncé un peu plus tôt? Alors pourquoi la narratrice n'a pas été informée de la mort de son mari au téléphone? Dans un premier temps, c'est parce que c'est dans les codes qu'il n'est pas bon d'annoncer ce genre de nouvelles à quelqu'un au téléphone parce qu'on ne sait pas dans quel cadre la personne se trouve, dans quel contexte elle est et qu'il est toujours mieux d'annoncer ce genre de nouvelles lorsqu'on a la personne en face de soi. Mais aussi, c'était dans un souci de rajouter de la tragédie à l'histoire. Pour ceux qui ont lu et pour ceux qui liront, la narratrice est en plein voyage après avoir mis les enfants en sécurité. Elle rentre donc retrouver son époux et pendant le trajet de 10 heures de route, pour ceux qui ont déjà fait cette route-là, ils savent à quoi je fais allusion. Elle espère son époux, elle espère le moment des retrouvailles, elle espère l'entrelacement des retrouvailles et ça rend de la tragédie, ça rend cette annonce-là, cette histoire-là beaucoup plus tragique. Voilà pourquoi j'ai décidé que ce serait à son retour à la maison qu'elle aura l'information par le colonel du décès tragique de son époux. Comment annoncez-vous à vos enfants, vos 4 enfants, que leur père a été tué? Et comment réagissent-ils? Alors la narratrice n'annonce pas exactement le décès aux enfants. Ce n'est que lorsque le corps sans vie du soldat décédé va arriver dans son village, que le fils aîné va prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se passer pour lui et pour sa famille. Et il va donc faire une longue tirade au moment des cérémonies pour rendre hommage à son père. Et c'est un symbole, un clin d'œil pour une pensée pour toutes les familles victimes, que ce soit les veuves, les veufs, les orphelins aussi. Il fait un hommage rempli de fierté à son père, la fierté pour le père qu'il a été et pour le soldat qu'il a été aussi, le héros national qu'il est devenu à travers son sacrifice. Mais c'est également de la douleur qu'il exprime quant au destin, à la suite de son destin à lui et à ses cadets. Comment vivront-ils par la suite? Maintenant que leur père n'est plus là, c'est un questionnement aussi. Et par cette image-là, par cette tirade-là, c'est un appel aussi à nos dirigeants sur l'accompagnement des victimes, qu'elles soient civiles ou militaires. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui peut être amélioré justement pour que ces enfants-là, ces familles-là qui se retrouvent déchirées, qui se retrouvent abandonnées à elles-mêmes, soient accompagnées. Et donc l'aîné de ce couple-là, à travers cette tirade-là, nous permet justement de relever cet ensemble d'éléments. Au-delà du drame, ce qui est intéressant avec votre roman, je l'ai dit en introduisant cet entretien, c'est que vous racontez une guerre du point de vue d'une famille de soldats et on observe un homme plutôt critique des politiques et de ceux qu'il appelle les laudateurs du roi. Alors, le soldat, il est effectivement critique, comme devrait l'être en tout cas tout citoyen camerounais aujourd'hui, au regard, tout citoyen camerounais objectif et normalement constitué au regard de l'état dans lequel se trouve notre État, au regard de la situation politique et sociale de notre nation. Je pense que tout Camerounais aujourd'hui confronté à toutes ces réalités que l'on connaît, que ce soit les coupures intempestives d'électricité, que ce soit les immondices, l'état d'immondice dans nos grandes villes, que ce soit la situation économique, politique et sociale de manière générale, est en réalité critique dans sa maison de ce qui se passe. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité, la tribune pour exprimer ce qu'il ressent. Tout le monde n'a pas forcément le courage aussi, au regard du contexte, d'exprimer le fond de sa pensée. Et c'est pour dire, à travers cet élément-là, que soldat ou civil, de manière générale, le citoyen camerounais a à dire et n'a pas forcément toujours ni les moyens ni la tribune pour exprimer le fond de sa pensée. On vous sent, Stella Mbessé Bella, très en colère dans ce livre. Lorsqu'on vous lit, on vous sent en colère contre ceux qui nous gouvernent, en colère contre les intellectuels. Vous dites d'ailleurs qu'il faut repenser la parole publique et surtout
très, très en colère contre les médias. Je cite un extrait de votre livre et ici vous vous adressez à votre défunt mari, comme dans tout le livre, parce qu'il s'agit, c'est un style presque épistolaire, une lettre que vous annoncez que vous envoyez à votre défunt époux. Alors je vous cite: ce n'est que chez toi que tu t'exprimais sur tel ou tel sujet qui défrayait l'actualité. Tu suivais passionnément les débats télévisés du dimanche qui m'apparaissaient comme des balles de plaisantin, puisqu'avec certains de ces intellectuels du dimanche, on en apprenait moins que ce que l'on savait. Entre querelles byzantines, dérives langagières, esbroufs, impostures, ultra-crépidarianisme et pharisaïsme, il ne fallait pas compter sur eux pour être le crayon le mieux taillé de la trousse. Tu disais que la presse était une presse misérable et à gage. Tu regrettais le fait que la paupérisation avait également participé à tuer le journalisme. La formation, à quelques exceptions près, nous donnait droit à des professionnels de ce métier qui ne pouvaient inspirer aucun enfant. Alors c'est assez dur contre les journalistes, contre les intellectuels. Qu'est-ce qui peut justifier une telle dent? Non, il ne s'agit pas exactement de la colère, parce que s'il s'agissait de la colère, ce serait remettre en cause la notion du pardon et l'exercice du pardon que j'évoquais dans les questions précédentes. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de la critique, une critique objective et constructive. Et je pense qu'il n'y a pas de pardon sans contrition. Il est bon qu'on mette au jour, on touche du doigt les réalités qui n'ont pas été, afin qu'au moment où on va se pardonner, qu'on sache ce qui n'a pas été et ce sur quoi on doit travailler pour justement construire notre nation. Donc, il ne s'agit pas d'une fixation sur nos intellectuels, sur nos médias, nos journalistes, pas du tout. Je les considère comme des guides sur lesquels le citoyen lambda que nous sommes comptons pour justement avoir les clés et les moyens nécessaires pour être des artisans à la construction de notre nation. Quel est le message que vous souhaitez passer à travers votre roman? Alors, le message que je souhaite passer à travers mon roman, c'est, comme je l'ai dit, un message de paix, un appel au pardon, un appel au cessez-le-feu, afin justement que l'on puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est vraiment utile pour nous et pour nous tous, c'est-à-dire la construction d'une véritable nation, d'un véritable État pour notre pays que l'on affectionne tous particulièrement. Alors, puisqu'il s'agit d'une histoire inspirée de la réalité, est-ce que cette histoire, si elle est la vôtre, est une forme de thérapie? Et si oui, est-ce que vous avez guéri de votre mal? Alors, ce n'est pas exactement une histoire vécue dans l'intrigue principale du texte, parce que, comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas été la femme d'un soldat décédé malheureusement dans le cadre de la crise anglophone. Mais c'est également une histoire vécue parce que, comme je le dis, c'est un cliché que je relève, que je révèle dans le livre, sont des faits que j'ai vécus, que j'ai côtoyés, que j'ai vécu durant mon séjour à Manfé, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. J'évoque Yumejok, j'évoque Ekok, ce sont des villes que j'ai visitées. Donc en ce sens-là, c'est une histoire vécue. Et est-ce que c'était une thérapie? Oui, parce que l'écriture, c'est une passion pour moi. Donc, à chaque fois que j'écris, je prends du plaisir. C'est une thérapie aussi parce que l'écriture de ce livre me permet justement de ressasser des souvenirs. Et il me souvient que lorsque j'écrivais, je pouvais m'arracher à moi-même un petit sourire parce que à chaque fois que j'écrivais, j'avais de nouveaux souvenirs qui me venaient à l'esprit, qui m'arrachaient justement un sourire. Mais je pense que la thérapie n'est pas complète. La thérapie sera complète effectivement quand j'aurai à nouveau le plaisir de circuler dans les rues de Manfé, de revoir mon lycée, de manger du bon héros fait par les mains d'une Bayangui experte à Manfé. Comment le livre a-t-il été accueilli? Quels sont les retours que vous avez eus depuis la sortie de ce roman? Alors, l'accueil que mon livre a reçu, c'est un accueil plutôt positif. J'ai d'excellents retours de part et d'autre. J'ai des lecteurs qui ne sont pas forcément camerounais, mais qui trouvent un profond intérêt. D'ailleurs, je veux mon livre universel parce que la guerre ne sévit pas qu'au Cameroun. Et je pense que quelqu'un qui est au cœur de la guerre à Gaza peut se sentir concerné par ce texte-là, parce que justement, il vit
ou connaît des personnes qui peuvent vivre les mêmes réalités. Donc le livre il a été bien accueilli, je suis plutôt satisfaite de ce qui y est en ce moment. Donc je continue avec ma maison d'édition justement à mettre des moyens en place, à organiser justement une meilleure promotion pour toucher le maximum de personnes. Stella Mbessebela, nous allons bientôt sortir de cette émission. Où peut-on le trouver, votre livre De la Magnou à l'Acquéron? Alors, où est-ce qu'on peut trouver De la Magnou à l'Acquéron? On peut le trouver dans tous les points de vente en ligne, que ce soit Amazon, Fnac, Cultura, et puis sur le site de ma maison d'édition, le Lys Bleu, qui a d'ailleurs un bureau à Yaoundé. Donc, commandez, n'hésitez pas, prenez et lisez-en tous. Ceci est ma plume dressée pour vous. Stella Mbessebela, merci. Merci à vous, Jean-Bruno. Merci pour cette tribune. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire avec mon invité Stella Mbessebela, autrice du roman intitulé De la Magnou à l'Acquéron, un roman sorti aux éditions Le Lys Bleu que je vous conseille vivement. Très bon roman, très intéressant qui nous permet de replonger dans la tragédie de la crise anglophone qui sévit depuis 2016 au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.
Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.